Et salut, me revoilà pour un nouvel épisode consacré à ma petite série sur la fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais commencer en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 qui débute. Plein de bonnes choses, que vos souhaits se réalisent, la santé, etc., etc. Donc, comme je le disais, épisode numéro 2 de ma série après un petit moment d'absence. Et pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que je n'ai pas vraiment de régularité par rapport à la publication de mes contenus. Comme beaucoup d'entre vous, je suis bien souvent accaparée par les affaires du quotidien qui réclament aussi toute mon attention. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'intitule « La magie des dieux ». Allez, c'est parti. La magie joue un rôle central dans la vie quotidienne de la Grèce antique. Dans les rues des grandes villes, le peuple admire les premiers bateleurs de l'histoire, ancêtres des joueurs de gobelets. Une magie de divertissement qui cohabite avec une autre tradition, plus savante, secrète et redoutée. Selon les croyances populaires, les magiciens sont les seuls à pouvoir faire plier les divinités dissipées et colériques de l'Olympe. On a fait appel à eux pour des charmes, des envoûtements, des prédictions, des malédictions ou au contraire, des bénédictions, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient. Les grandes figures de magiciennes présentes dans la littérature et la mythologie témoignent d'un imaginaire magique foisonnant. Les découvertes archéologiques ne cessent de nous en livrer la preuve. Comme les deux faces d'une même médaille, archétypale de l'enchanteresse, Circé et Médée habitent l'imaginaire du monde grec et de sa littérature. Personnages mythologiques et tragiques, elles incarnent un pouvoir magique au féminin, indissociable des épopées héroïques qui font le socle de la culture du peuple hellène. Issues de la même parentèle des dieux de l'Olympe, elles sont les indispensables contre-figures des héros masculins, guerriers et voyageurs qu'elles séduisent, mettent à l'épreuve, appuient et initient entre charme et maléfice, vengeance et passion, enchantement et fatalité. Le destin de Circé la magicienne appartient à la turbulente chronique familiale des dieux de l'Olympe. Née déesse, fille d'Hélios, le soleil, et de l'océanide Perséis, son nom signifie « oiseau de proie ». Redoutée au sein de sa propre lignée pour sa beauté inouïe et pour ses sortilèges, elle est exilée par son père sur l'île méditerranéenne d'Éa. Homère, le grand auteur de l'Antiquité grecque qui raconte sa romanesque liaison avec Ulysse dans l'Odyssée, la qualifie de Polypharmakos, c'est-à-dire maîtresse de l'art des drogues opérant des métamorphoses. Et de fait, son histoire est ponctuée d'une multitude de mutations qu'elle opère grâce à sa magie. Car avant de rencontrer Ulysse, Circé a déjà usé de ses pouvoirs, ayant jeté son dévolu sur le dieu marin Glaucos, venu lui réclamer un filtre d'amour pour la magnifique nymphe Scylla. Insensible à ses avances, la magicienne repoussée par Glaucos et jalouse de Scylla transforme cette dernière en monstre hideux. Elle réussit cette opération grâce à un filtre que le dieu marin, trompé, verse lui-même dans la fontaine où la nymphe a l'habitude de se baigner. Terrifiée par sa nouvelle apparence, la pauvre Scylla se jette à la mer où elle guette les marins pour les dévorer. Circé apparaît au champ 10 de l'Odyssée. Son palais se cache sur les hauteurs de l'île où, exilée par son père, elle s'est initiée seule à la magie botanique, découvrant
qu'elle détenait des facultés d'investir les plantes de puissants pouvoirs maléfiques ou bénéfiques par sa seule volonté. Ulysse y fait escale avec ses compagnons sur son chemin de retour à Ithaque après avoir combattu pendant la guerre de Troie. La troupe se sépare en deux pour partir en reconnaissance. Ulysse et son beau-frère Euryloque prennent le commandement de chacun des deux groupes. Le groupe commandé par Euryloque, attiré par une voix pleine d'harmonie, pénètre dans le palais de Circé. La magicienne foudroie de sa beauté les compagnons d'Ulysse et les accueille avec tout son talent d'ensorceleuse. Invitée à boire le Cicéon, breuvage de gruau d'orge, de miel vert, de fromage et de vin Pramnos, les hommes sous le charme ignorent qu'elle a ajouté quelques pincées de plantes sorcières dans les coupes qu'elle leur tend. Voluptueuse, Circé entame une incantation au son de laquelle tous les compagnons d'Ulysse se voient transformés en porcs. Tous, sauf Euryloque, restés dehors, qui s'enfuit prévenir Ulysse. Le héros de la guerre de Troie part à la recherche de la magicienne. Il rencontre sur son chemin le dieu Hermès, messager des dieux, qui lui offre un contrepoison, l'herbe molly, en prévision de sa rencontre avec Circé. Ulysse rejoint la belle magicienne. Grâce à l'antidote d'Hermès, son breuvage ne lui fait aucun effet. Charmée, elle lui propose alors de s'unir à lui et après l'avoir invité à partager sa couche, elle libère ses compagnons. Initié aux arts magiques dès son plus jeune âge, Médée a fasciné les auteurs antiques avec les multiples facettes de son personnage dramatique. Jason, le héros des Argonautes, dont elle tombe follement amoureuse, l'entraîne dans une cascade de tragédies qui l'amèneront à violer le plus terrible des interdits qu'est l'infanticide. Acte 1. Jason, fils du roi de Thessalie, en quête de la toison d'or, débarque avec ses compagnons au royaume de Colchide dirigé par le père de Médée. Le jeune homme, plein de bravoure, séduit la jeune magicienne. Descendant d'Éole, maître des vents, il a été élevé par le centaure Chiron. La mythique toison d'or lui permettra de récupérer le trône usurpé par son oncle, et Éthès, le père de Médée, en est le gardien et refuse de la lui remettre à moins qu'il ne remporte des épreuves insurmontables. Dompter des taureaux aux cornes d'airain, leur faire labourer un champ de force et y semer des dents de dragon. Acte 2. Médée met ses jeunes mais puissants pouvoirs au service du jeune homme à condition qu'il la prenne pour femme, ce qu'il accepte. Elle lui fournit une pommade qui le rend invincible. Jason remporte les épreuves et réclame son dû. Mais le père de la magicienne lui refuse la toison d'or. Médée, Jason et ses compagnons la lui dérobent et s'enfuient en prenant le frère de Médée en otage. Le mythe bascule alors dans la tragédie et le meurtre. Pour favoriser leur fuite, Médée tue son propre frère qu'elle dépaisse et jette à la mer pour ralentir les vaisseaux de son père à leur poursuite. C'est le premier d'une longue série de crimes. Acte 3, à leur arrivée en Colchide, Jason découvre que son oncle usurpateur, Pélias, a fait tuer toute sa famille. Il demande à Médée de le venger et celle-ci, grâce à sa sorcellerie, convainc les 4 filles de Pélias de dépecer et de mettre à bouillir le corps de leur père dans un chaudron pour le faire rajeunir. Elles seront maudites pour péricide. Acte 4,
Proscrits par le fils de Pélias, Médée et Jason fuient à Corinthe chez le roi Créon qui les accueille. Ils y vivent une courte idylle de couple marié et donnent naissance à 2 garçons. Mais l'inconstant Jason ne tarde pas à tomber amoureux de la fille de Créon, la jeune Créeuse, qu'il demande en mariage. Médée est chassée avec ses 2 enfants. Anéantie, elle se venge en offrant à Créeuse une tunique magique empoisonnée qui s'enflamme et la tue, ainsi que son père. Ivre de rage, Médée ne s'arrête pas là. Elle rejoint ses 2 fils, Merméros et Phérès, et les poignarde. Pour les Grecs, elle devient maudite. Acte 5, poursuivie par les habitants de Corinthe qui crient vengeance, Médée s'enfuit dans les airs sur un char tiré par des dragons et rejoint Athènes où elle épouse le roi Égée, à qui elle donne un fils. Puis, elle complote contre le premier fils d'Égée et fuit à Athènes, dérobant la moitié de son trésor. Elle rentre en Colchide où elle remet son père sur le trône. Avec sa tante Circé, Médée appartient à une lignée de magiciennes au lien indéfectible avec la mer. Entourée d'eau et prisonnière de son île, Circé attend que la mer lui amène des hommes pour assouvir ses désirs. Pour Médée, la mer représente à la fois ce vers quoi on la chasse et ce qui lui permet de prendre la fuite à destination d'autres lieux de pouvoir ou faire valoir son désir d'être aimé. Après Euripide, Sénèque, Virgile et Ovide ont été inspirés par la magicienne. Ma prière se fait d'une voix, par une parole qui n'est pas heureuse, clame Médée dans la pièce du Romain Sénèque. Elle commande aux forces qu'elle requiert en se fondant sur sa douleur de femme trahie. Sa parole est puissante, mais la guérisseuse devient une destructrice lorsque son amour est bafoué. Le mythe de Médée raconte que la magie sait tuer comme elle sait guérir, et qu'en cela, elle ne fait qu'opérer dans le sens des intentions de celui qui la pratique. C'est ce qui conduira des siècles plus tard les lettrés du Moyen-Âge à faire le distinguo entre magie noire et magie blanche. Ce mot du grec classique signifie magua ou mage, a donné naissance au mot magie qui désigne la faculté de produire des actes extraordinaires en modifiant le réel. La formule était utilisée à l'origine pour désigner les Perses, dont les rituels étaient connus sous le nom de mageia. Chez les Grecs, le mot désignait par extension toute pratique rituelle étrange et étrangère. Les majois ou mages désignaient des personnes identifiées pour leur usage de la parole en tant qu'acte performatif, c'est-à-dire destiné à produire un effet. L'archéologie a livré maintes amulettes, tablettes d'envoûtement, phylactères, intailles, c'est-à-dire des pierres gravées, et papyrus magiques. Et la littérature a produit d'innombrables pages épiques, romanesques ou savantes autour du thème des magiciens. Autant d'éléments qui prouvent que toutes les sphères de la société étaient concernées par ces pratiques. Autant de traces de cette pensée sauvage, chère à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, que les historiens ont longtemps dénié à la civilisation hellénistique. Il ne manque pourtant pas d'historiens grecs tels Hérode, Xénophon ou Strabon pour mentionner les sorciers, ni de philosophes pour les critiquer parfois vivement. Platon, Hippocrate, Aristote s'indignent de leurs pratiques. Platon, dans les lois, vilipende les magiciens et les devins. Des athéistes soucieux de profiter de la crédulité de leurs concitoyens. Au pays de Périclès, tout est prétexte à la magie. Astrologie, divination, incantation sont convoqués dès qu'il s'agit de soigner un enfant malade pour faire venir la pluie, se débarrasser d'un sort ou même réveiller un mort.
Comme le note l'historien Michael Martin dans La magie dans l'Antiquité, nous ne pouvons qu'entrevoir, notamment grâce au mythe, le temps où cette magie intégrée cohabite avec religion, science, philosophie, voire les prémices du droit. La magie entend en effet donner une image complète de l'univers sur lequel elle prétend agir. Un seul et même personnage, le mage, remplit alors le rôle de médiateur entre le monde des humains et celui des défunts, mais il est aussi guérisseur et garant de la mémoire. Les Grecs avaient très probablement hérité de l'époque préhellénique une tradition de médecine magique. Leur religiosité, très marquée par l'héritage de la civilisation crétoise, a perpétué la tradition minoenne des exorcismes, des magiciens et des rites propiatoires. L'origine des maladies étant attribuée à des dieux ou démons hostiles, comme Hécate, ou Scylla, le principal recours reste la magie. Prières, invocations, sacrifices sont destinés à apaiser la colère des divinités. Ils sont suivis de conjurations et d'exorcismes afin d'extirper du corps le mal qui s'est déclaré. Religiosité et magie semblent se confondre avec des rituels, gestes et mots qui se recoupent, mais leur objectif reste bien distinct, comme l'affirmait l'anthropologue écossais James George Fraser, spécialiste des rites et des mythes. L'homme a essayé de plier la nature à ses volontés par la simple force de ses charmes et de ses enchantements avant de tâcher de flatter et d'apaiser la divinité par l'insinuation de la prière et du sacrifice. Les magiciens et guérisseurs prononcent des charmes, préparent des potions, pratiquent les incantations à visée curative. Comme dans la plupart des médecines traditionnelles anciennes, le rôle d'intercesseur entre le monde humain et celui des esprits responsables des maux est fondamental. Au 5e siècle avant notre ère, un traité baptisé sur la maladie sacrée est publié par l'école d'Hippocrate, reconnu et défenseur d'une médecine pragmatique. Ce texte bat en brèche les recommandations des guérisseurs pour traiter l'épilepsie, exorcisme, port de vêtements en peau de chèvre, incantation. La littérature est riche en exemples de recours à la magie médicinale. Dans le chant 19 de l'Odyssée, Homère raconte qu'Ulysse, blessé par un sanglier au cours d'une chasse, est soigné par ses oncles. On lui bande la jambe tandis qu'un charme est prononcé sur sa blessure pour que le sang s'arrête de couler. Chez Sophocle, dans Oedipe roi, le personnage du devin magicien Tirésias est appelé au secours par Héraclès, victime d'un philtre. Parallèlement à la magie médicale, la magie botanique est très couramment pratiquée. Les plantes font l'objet de multiples recettes et on leur prête de nombreux pouvoirs. Les guérisseurs emploient les racines très prisées, mais aussi les graines, feuilles et tiges. Les graines de pivoine, par exemple, sont utilisées pour guérir les angines ou faire cicatriser les plaies. L'origine de cette magie est également à rechercher dans l'héritage crétois, où les cultes agraires tenaient une place privilégiée avec, selon l'archéologue Christiane Dunant, dans les scènes de cueillette minoenne, des rites magiques annonçant les usages de sorcellerie de Médée. Dans la pièce Herboriste de Sophocle, dont la chercheuse a étudié les fragments, on découvre Médée cueillant les plantes nécessaires à un acte de magie. Elle se sert d'une faucille, d'airain, pousse des cris rituels, invoque Hécate, détourne les yeux de sa cueillette pour ne pas être atteinte par les émanations des sucs. Elle procède nue à cette opération car la nudité garantit un état de pureté et de sécurité beaucoup plus grande à l'égard des forces naturelles. Elle invoque le soleil car on lui reconnaît la qualité de père des plantes, comme à la terre celle de mer. Les minéraux sont également investis de pouvoirs magiques. Les gemmes font l'objet de traités très détaillés.
appelés lapidaires. Les sorciers leur prêtent des vertus associées à des images. Le jaspe l'est à celle du dieu Héraclès, terrassant un lion par exemple. Décrit par Tacite et Platon, le rituel de défiction consiste à lier ou même à clouer une personne ou un animal, autrement dit à le ou la soumettre à sa volonté. Les sorciers utilisent pour cela des tablettes de défiction en plomb, bronze ou en étain, dont les archéologues ont retrouvé des milliers d'exemplaires. Leur datation s'échelonne du 5e siècle avant au 5e siècle après notre ère, chez les Grecs, mais aussi chez les Romains. Les archéologues ont également mis au jour des figurines en plomb ou en terre cuite représentant des personnages faisant l'objet d'un sort. Elles étaient représentées à genoux ou entravées. De telles figurines ont par exemple été retrouvées dans les fouilles à Délos. Elles avaient les pieds et les poings liés et avaient été placées dans une boîte représentant un cercueil. Sympa. Nul doute que les mages et leurs commanditaires ne voulaient pas de bien à leurs destinataires. Pour André Bernan, professeur de littérature, épigraphie et civilisation grecque, dans Sorcier grec, cette pratique de la ligature met en œuvre ce qui est le moteur même de la sorcellerie grecque, l'envie, en grec ptonos, ce que nous appelons le mauvais œil. Tous les écrivains grecs ont dénoncé ce mal qui repose sur un sentiment de grande bassesse. On s'afflige du bonheur d'autrui, ce qui est bien pire que de désirer les avantages dont il jouit. Ce sentiment vil procède d'une force maléfique nommée Baskania, terme qu'on trouve chez Démosthène, Platon, Aristote, Strabon et les poètes hellénistiques et dans les documents épigraphiques. Le professeur a également mis en lumière d'autres actes de sorcellerie pratiqués dans la Grèce antique. Les vocations ou apagogées consistent à mobiliser les dieux contre les méchants. L'incantation ou époïdé est chant ou parole magique, sortilège né de la parole, incantation et par là même enchantement. Le sorcier peut recourir à des recettes d'immortalité qui comportent une invocation aux divinités, un mode d'emploi utilisant des mots souvent incompréhensibles et un rituel compliqué. Il note enfin que les cimetières sont scènes privilégiées des opérations de sorcellerie. Rien de changé, hein? Puisque les morts sont d'excellents vengeurs, certaines catégories de morts sont plus redoutables que d'autres. Les morts prématurées, aoroi, les victimes de morts violentes, biethanatoa, parmi lesquels il faut ranger les condamnés à mort sur fausse accusation, les suicidés, les guerriers tombés dans les combats, constituent une réserve d'âmes malheureuses qui peuvent devenir malfaisantes si on les mobilise. Les morts peuvent aider les sorciers de deux façons, ou bien susciter un vengeur qui s'acharnera sur les personnes qu'on lui aura désignées, ou fournir des parcelles du cadavre qui permettront d'obtenir l'obéissance du spectre que le sorcier sollicitera. Les sorciers grecs opèrent enfin par des charmes dans les affaires d'amour, mais pas seulement. Des figurines percées, d'aiguilles et attachées assuraient les amoureux de garder l'être désiré dans leur filet. Charmant. Des manuels d'envoûtement précisaient les règles de l'art et surtout les incantations qui devaient accompagner la fabrication de figurines. À l'inverse, la haine et la jalousie inspiraient des malédictions féroces gravées dans le plomb des tablettes avec force détail. À Delphes, devant le temple d'Apollon, la Pythie entre par la droite et se dirige vers la porte fermée du temple. Mais avant d'entrer,
Elle s'arrête et pieusement s'incline. La Pythie dit: J'invoque enfin et les eaux du Pleistos et Poséidon puissant et Zeus suprême sans que rien ne s'achève avant de prendre place, prophétesse, sur mon siège. Daigne ces dieux bénir aujourd'hui plus encore que jamais mon entrée au Saint-Lieu. Si quelques pèlerins sont venus de Grèce, qu'ils approchent ainsi qu'il est de règle dans l'ordre indiqué par le sort. Je prophétise, moi, dans celui qui me dicte le Dieu. C'est ainsi que le personnage de la Pythie s'exprime au début de la tragédie d'Euménide d'Eschyle. La scène est située à Delphes, au temple d'Apollon, environné d'un spectaculaire paysage de montagne. C'est le sanctuaire le plus important de la Grèce antique, car il abrite l'oracle, la voix de celle par qui les dieux s'expriment et que l'on vient consulter. Les citoyens grecs viennent interroger la Pythie sur leur santé ou leurs affaires. Les généraux s'assurent de leur bonne fortune avant la bataille et les rois la consultent souvent, tout comme les héros de la mythologie. Ainsi, Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, demande à l'oracle s'il doit tuer sa mère pour venger le meurtre de son père. La Pythie n'est pas une femme, elle est un archétype incarné successivement par des jeunes filles dont les dieux empruntent la voix pour porter jusqu'aux humains les réponses aux questions qu'ils sont venus poser. L'oracle doit son nom de Pythie à un serpent monstrueux, Python, qui aurait habité le mont Parnasse avant qu'Apollon n'y établisse son temple. Lorsque les dieux s'expriment par son entremise, elle profère des phrases incompréhensibles, accessibles aux seuls prêtres présents dans le sanctuaire, dont la fonction est de traduire ces messages de l'Olympe en termes intelligibles pour le commun des mortels. Parmi ces prêtres, le philosophe Plutarque, qui a vécu de 50 à 126, dit: La Pythie sort d'une famille les plus honnêtes et les plus respectables qui soient ici, et elle a toujours mené une vie irréprochable, mais elle n'apporte avec elle, en descendant dans le lieu prophétique, aucune parcelle d'art ou de quelque autre connaissance. C'est vraiment avec une âme vierge qu'elle s'approche du Dieu. La Pythie suivait une longue initiation au sein d'une communauté religieuse. Ces dernières avaient la charge d'entretenir le feu sacré éternel dans le temple. Elle ne rendait ses oracles que quelques fois par an. Avant de prophétiser, elle jeûnait 3 jours, puis entrait au centre du temple, dans la Diton, littéralement le lieu dans lequel on ne peut pas entrer, et s'installait assise sur un trépied après s'être purifiée avec l'eau de la fontaine de Castalie. Elle mâchait des feuilles de laurier, un rameau à la main, et elle finissait par entrer en transe. Le géographe Strabon, né en 64 avant Jésus-Christ, raconte: on dit que le siège de l'oracle est situé dans une grotte profonde percée d'une petite ouverture d'où s'échappe un pneuma, ce qui veut dire en grec un gaz, vapeur ou souffle. Fin de la parenthèse, qui assure l'inspiration divine, bien sûr. La Pythie est assise sur un haut trépied placé au-dessus de la fissure. Elle respire les vapeurs et prophétise. Pour consulter l'oracle, la démarche à suivre est très balisée. Il faut être un homme, s'acquitter d'une taxe, voire d'une surtaxe pour interroger la Pythie avant les autres, faire un sacrifice aux dieux avant de poser sa question. Une manne pour la cité de Delphes où circulent alors d'importants flux d'argent et de marchandises gérés par des changeurs et des prêteurs et bientôt par des officines que l'on peut qualifier de bancaires dès le 5e siècle avant notre ère. Dans la culture grecque antique, la prise d'oracle s'apparente à un culte de l'interprétation des paroles énigmatiques de la Pythie, demandait un long apprentissage aux prêtres qui en étaient chargés.
Pour qualifier cette parole divine délivrée par l'intermédiaire de l'oracle, les Grecs utilisaient le terme enthousiasmos dans un sens éloigné de celui que l'on donne actuellement au terme enthousiasme, bien sûr. Il désigne ici le fait d'avoir Dieu en soi. Le sanctuaire de Delphes et son oracle ont joué un rôle central dans la vie politique de la Grèce antique, à tel point que plusieurs auteurs rapportent des actes de corruption de la part de certaines familles puissantes qui désiraient obtenir une forme de légitimité divine de la part de la Pythie. Ce système s'est effondré au moment où les royaumes hellénistiques faisaient face, à partir de la fin du IIIe siècle avant notre ère, à l'expansion de la République romaine qui allait progressivement soumettre le monde grec. Dans son De Divinatione, le Romain Cicéron analyse. Mais précisément parce que l'oracle de Delphes est maintenant quelque peu déchu de sa gloire, parce que les réponses de la Pythie ne s'accordent plus aussi bien avec les événements réels, on doit juger qu'il n'aurait pas eu la réputation dont il a joui s'il n'avait pas été véridique au plus haut point. Il se peut que cette force émanée de la terre, qui agitait divinement l'âme de la Pythie, se soit épuisée à la longue, comme il arrive que les cours d'eau tarissent et disparaissent, ou comme nous les voyons abandonner leur lit et suivre un autre cours. L'avènement de l'ère chrétienne portera le coup de grâce à partir de laquelle on présentera la Pythie comme une femme malade, une droguée, une hystérique, écumante de bave, possédée par le malin, comme un oracle de la future chasse aux sorcières qui se déchaînera aux premières heures de la Renaissance dans une grande partie de l'Europe. Le professeur d'histoire Christophe Jandeson lui a consacré un ouvrage. Ce texte, très élaboré, pose les principes de l'interprétation des rêves, une technique de divination particulièrement ancienne et prestigieuse dans l'Antiquité qui examine aussi toute une série de thèmes oniriques dont il explique le sens. Il s'achève par l'exposé de nombreux récits de rêves dont il donne l'accomplissement. Les Onericocritica d'Artémidore forment le seul traité de ce genre qui, pour l'Antiquité, nous soit parvenu complet. Il est aussi un témoignage très précieux pour les historiens et les archéologues, car il associe de nombreuses réalités de la civilisation grecque à une valeur culturelle, sociale et psychologique et donne un riche aperçu de la vie en Asie mineure sous l'Empire romain. Pour les Grecs de l'Antiquité, le rêve est un fil magique qui relie l'homme à ce qui le dépasse. Il constitue un monde de divination au même titre que les oracles et les présages, dans une mesure où, en grec, on voit le rêve, on ne le fait pas, ce qui l'associe aux visions et aux hallucinations. Dans les Euménides, Eschyle résume en ces termes la place et le sens du rêve dans la civilisation grecque. Dans le sommeil, l'âme mortelle est tout éclairé Dieu, à qui le don de voir est refusé quand vient le jour. Et voilà, cet épisode numéro 2 est terminé. J'espère qu'il t'aura plu ou au moins intéressé. Donc, on se rend compte que tous ces rituels, etc., de sorcellerie et de magie existent encore de nos jours. L'interprétation des rêves, voilà les actes de sorcellerie pratiqués dans les cimetières et sur des corps, des défunts. On en entend quand même assez régulièrement certains récits. Tout ça pour dire que l'humanité a vraiment un lien avec toutes ces pratiques profondément ancrées depuis l'Antiquité. Donc voilà, toujours ce lien avec l'invisible ou des interfaces utilisées pour faire le lien avec ce fameux monde invisible. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui.
Eh bien, je te souhaite encore une fois une très bonne année et je te donne rendez-vous pour le 3e épisode qui sera consacré à la science des étoiles, prédiction et divination. Tout un programme. En attendant ce 3e épisode, je te dis prends soin de toi et à très vite. Ciao. Et de Clites Mesner.